en direct du studio central. Moi, c'est Jean Lewis. Salut à tous et à toutes et bon week-end à vous. Bienvenue sur la radio de la communauté, invité de ce journal de la communauté, Révérend Gaston Maoungou de la France. Alors, bonsoir Révérend. Bonsoir John Lewis. Voilà, bon retour sur Radio Congo Live en Chicago, la radio de la communauté. Nous parlons aujourd'hui de votre pensée qui est consignée quelque part dans un ouvrage qui paraîtra d'ici 3 semaines. Voilà, vous allez dans quelques semaines publier Qui divise la diaspora, donc un ouvrage inspiré d'une émission que nous avions eue et qui a même été retranscrite et qui est disponible dans la version papier. Voilà, donc que les auditeurs pourront éventuellement se procurer. Alors aujourd'hui, nous parlons de qui divise la diaspora. D'abord, je voudrais bien vous demander si vous vous portez bien, révérend. Nous sommes le dimanche aujourd'hui. Avez-vous été à l'église? Oui, j'ai été à l'église, c'est-à-dire que j'ai prêché la parole de Dieu et je prêche toujours durant 3 heures. Il est possible que les gens, n'est-ce pas, suivent sur mon YouTube Association Le Rétablissement ou mon YouTube Enseignement du Rétablissement, non, mon Facebook Enseignement du Rétablissement, mon YouTube Arcamon 11 Association Le Rétablissement. Voilà les 3 canaux au travers desquels les prédications du dimanche sont, n'est-ce pas, publiées auprès des gens. Je répète, YouTube Arcamon 11, Facebook Enseignement du Rétablissement, YouTube encore Association Le Rétablissement. Donc ce sont là les 3 canaux au travers desquels je diffuse les enseignements que j'apporte tous les dimanches et aussi dans d'autres occasions, en cours de semaine ou dans une conversation que j'ai avec les gens, puisque j'enregistre le plus souvent, je diffuse aussi. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques secondes de prière avant de commencer cette émission, révérend? Bien, prions le Seigneur. Père des cieux, nous élevons notre voix vers toi pour bénir la gloire de ton nom. Parce qu'au travers de la parole du Seigneur que tu vas mettre dans la bouche de ton serviteur pour apporter, n'est-ce pas, la révélation au peuple de Dieu dispersé à travers le monde entier, ceux-là qui suivent la radio de la communauté, aux États-Unis, à partir de Chicago, ceux-là qui vont suivre aussi en direct ou en différé, partout, ici en France, au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, nous voulons que la sémence de vie que nous véhiculons au travers de ces interventions puisse être profitable à tout le monde. Que la grâce du Seigneur repose sur ceux qui croient et que la vie du Seigneur Jésus-Christ soit transmise au travers de l'ouvrage que le Saint-Esprit va manifester au travers de son serviteur. Et que la bénédiction, la miséricorde, la compassion et l'amour de Dieu manifestent les signes, les miracles, les guérisons et les prodiges et la distribution des dons du Saint-Esprit à toute personne en Christ qui peut recevoir la gloire du Seigneur. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bénis la radio de la communauté, bénis la diaspora congolaise, bénis la nation congolaise, bénis les Congolaises et les Congolais qui croient en Jésus et même ceux qui n'ont pas encore cru, que nous tous nous soyons sous la puissante protection du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, nous allons donc ouvrir ce journal de la communauté par cet ouvrage dont je vous parlais il y a quelques instants. Révérend, qui divise la diaspora, j'espère que cette prière va nous aider à planir ces dissensions entre les membres de la diaspora congolaise. Vous ouvrez donc dans un avant-propos ce livre par ce que vous qualifiez effort de sortir notre pays de la crise dans laquelle il sombre. Et vous insistez sur la refonte des mentalités dans la diaspora. Alors, vous pensez que cette diaspora est en proie à un extrémisme ou à des comportements. Comment vous qualifiez ces comportements puisque vous parlez de refonte des mentalités? Oui, le problème que je mentionne dans Qui divise la diaspora est une question fondamentale de ce que nous appelons le combat ou la lutte, n'est-ce pas, pour renverser un système, le système dictatorial, qui est qualifié d'être oligarque et kleptocrate. Il est oligarque parce que c'est un système militaire de quelques personnes qui dirigent toute une nation. Il est kleptocrate parce que ceux qui sont au pouvoir pillent, volent, font le sac de l'héritage national de toute une nation. Et donc, cela entraîne l'indigence exsangue de nos populations qui vivent à 85% sous
le seuil de la pauvreté. Alors, cette population-là, exsangue, souffrante du Congo-Brazzaville, a une partie d'elle-même qui est en diaspora, c'est-à-dire en France, en Europe, au Canada, aux États-Unis, à Cuba, au Brésil et un peu partout dispersés en Afrique par les événements malheureux qui ont eu lieu depuis 1997, 1998, l'an 2000, l'an 2016. Nous avons une portion congolaise qui se trouve à l'étranger. Et au Congo-Brazzaville, on compte sur cette portion pour sauver le pays qui est en crise. Mais nous sommes en train de constater, moi personnellement, avec ceux qui sont autour de moi, et avec ceux avec qui nous avons, n'est-ce pas, des entretiens, que la diaspora est subdivisée, émiettée, et qu'elle couvre même une volonté de demeurer dans cet émiettement-là. Parce qu'elle pense qu'étant émiettée, on ne sera pas, n'est-ce pas, corruptible par le pouvoir corrupteur en place. Or, d'après ce que je pense, et un examen direct concret, l'union fait toujours la force. Dans toutes les civilisations, dans toutes les sociétés, c'est l'union qui fait la force. Malheureusement, ici en diaspora, nous n'entendons pas cela de cette oreille. Les gens ne veulent pas que nous puissions nous unir pour faire la force qui pourra sortir le pays de la crise. C'est pour cela que je parle de la refonte des mentalités. Parce que les mentalités doivent se révolutionner. Il faudrait que nous soyons à même d'être capables d'agir comme une seule personne. Et ce que moi j'exprime n'est pas le vœu de tout le monde. C'est malheureux. Mais en réalité, c'est le vœu de la population diasporaïque. Parce que dans la diaspora, il y a ceux qui ont les réseaux sociaux, il y a les leaders d'opinion, il y a les leaders des partis politiques, il y a les leaders des associations, n'est-ce pas, qui constituent la société civile. C'est ceux-là qui ne veulent pas de l'unité de la diaspora. Mais nous allons en parler quand nous envisagerons les solutions, responsabilités. Mais nous sommes là, ceci est un avant-propos. Alors, nous ouvrons donc cette émission par cet émiettement du paysage politique et associatif congolais de la diaspora. La diaspora. Maintenant, s'agissant de l'ouvrage, vous ouvrez également, vous insistez sur l'influence même des puissances étrangères et vous parlez de congolisation et qui nous aura enseigné la congolisation. Vous allez plus loin. La congo-zobalisation. Voilà, vous allez plus loin en parlant de congo-zobalisation, tous ces néologismes-là, et vous en venez à ceci que la gouvernance congolaise sous-évalue les Congolais en faveur des étrangers. Alors, comme solution, vous convoquez Yombi Opango qui, à l'époque, vous vous rappelez de ce que oui, vous avez à l'époque. Il a créé les BSM, voilà, les boutiques du comité militaire du parti. Essayez un peu de nous replonger dans cet esprit et pour nous montrer comment cet exemple peut inspirer les dirigeants actuels. Oui, mais parce que, n'est-ce pas, le système commercial congolais est entre les mains des lobbies libanais et des lobbies ouest-africains. Le général Joachim Yombi Opango, qui a été un général président et qui avait un esprit dynamique, qui voulait changer les mentalités dans le pays, avait pensé qu'il n'était pas bon que tout notre système commercial qui peut abriter en son sein près d'une centaine de milliers de postes, n'est-ce pas? Que ce système-là soit rien qu'entre les mains des Libanais et les mains des Ouest-Africains. Et donc, il avait décrété qu'il fallait qu'on ouvre les BSM, les boutiques du comité militaire du parti. C'était une question de remettre toutes les boutiques, tous les magasins qu'il y avait au Congo entre les mains de la population congolaise pour que cette population-là puisse prendre ses postes de travail-là et exercer dans, n'est-ce pas, le commerce. Mais malheureusement, c'était une très bonne décision, mais qui n'avait jamais été préparée en amont. Il fallait premièrement de la formation. Il fallait prendre un certain nombre de Congolais capables de pouvoir remplacer les Libanais et les Ouest-Africains, n'est-ce pas, dans le commerce, en leur faisant faire des stages d'apprentissage, n'est-ce pas, à la vente et au commerce. Ils n'avaient pas fait cela. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que en moins d'une année, en tout cas, les Congolais faisaient faillite.
Et dans la mentalité du Congolais, on disait, ben oui, les Ouest-Africains ont fait la magie, la sorcellerie, ils ont maudit les magasins, c'est pour cela que ça ne marche pas. Alors qu'en réalité, c'était une mégestion des Congolais. Les Congolais, comme ils ont pris des activités, ils gagnaient beaucoup d'argent et c'était les vivas. Donc, chacun pouvait dilapider l'argent de la manière dont il voulait parce qu'il savait que demain, l'argent va encore entrer. Donc, ce processus-là n'a pas réussi au Congo-Brazzaville. C'est pour cela que je déplore le fait qu'il n'y avait pas une formation qui avait précédé la décision, n'est-ce pas, de transvaser le principe commercial entre les mains des Congolais. Donc, c'est pour cela que j'ouvre un peu cette question dans mon ouvrage, parce que vous savez, il faudrait que nous puissions parler aujourd'hui tout en faisant un rapport historique véritable sur ce que nous-mêmes nous vivions, au lieu que nous parlons d'autres choses que personne ne maîtrise. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé par présenter un peu cette chose. Mais je voudrais un peu parler de la congo-zobalisation. En fait, la congo-zobalisation était une bonne chose que Monseigneur Ernest Kombo était en train d'expliquer aux Congolais. En quoi consiste la congo-zobalisation? Une anecdote, il y a au Sénégal un grand magasin intitulé Congo Zoba. Donc, Monseigneur Kombo, étant un prélat catholique, s'était rendu compte que les Congolais préfèrent donner des largesses en matière, par exemple, de prêts bancaires aux étrangers pour qu'ils développent le commerce et d'autres secteurs, en sous-estimant le Congolais autochtone. Et donc, il était en train d'éveiller la conscience des Congolais de telle sorte que le gouvernement ne fasse plus des largesses uniquement aux Ouest-Africains, aux Libanais, mais qu'il s'apprête à former les Congolais de telle sorte que tous les postes vacants qui vont se présenter dans le pays en affaires et dans le commerce, que cela puisse être fait par les Congolais. Donc, c'est cela que j'explique. C'était une très bonne pensée et moi, je déplore qu'on n'ait pas suivi cet élan de Monseigneur Kombo. C'est cela que je présente, n'est-ce pas, en introduction dans cet ouvrage parce que, vous savez, il y a encore une autre anecdote. On dit que quand tu arrives au Gabon, en premier lieu, le Gabonais. L'étranger, c'est après. Malheureusement, au Congo... C'est ce qu'ils ont appelé la gabonisation des cadres. Exactement. Quand on arrive au Congo, c'est le contraire. Et donc, nous sommes en face d'un manque de patriotisme, de nationalisme, d'intérêt national autochtone, premièrement, avant de s'occuper de l'étranger. Voilà ce que j'exprime, n'est-ce pas, en entrée de jeu dans le livre qui divise la diaspora. Voilà, pour ceux qui viennent de prendre l'écoute, je vous rappelle que vous écoutez Congo Live 11 sur www.com et nous avons pour invité révérend Gaston Mawungu de la France. Avec le révérend, nous parlons d'un ouvrage qui sera publié dans quelques 3 semaines, dont vous avez la primeur de l'information sur qui divise la diaspora. Alors, révérend, parlons précisément, concrètement de politique. Alors, vous abordez le problème, nous savons que vous êtes partisan avec d'autres de la conférence nationale souveraine comme voie de salut et qui permettrait au pays de retrouver une stabilité. On le sait. Alors, mais j'ai constaté que dans cet ouvrage, vous proposez la rédaction d'une constitution qui durera un siècle. Ça me paraît plus ou moins étonnant quand je sais qu'une constitution ne vaut que ce que valent les hommes eux-mêmes. Exactement. Ce qu'il faut savoir, quand je parle d'une constitution centenaire, c'est une expression. Une constitution qui dure 100 ans. C'est quel genre de constitution? C'est une constitution qui tient compte de la réalité du pays et qui ne peut jamais être retouchée à la va-vite ou par n'importe qui. Une constitution pour laquelle on ne peut ajouter que des amendements parce que cette constitution tient compte de la réalité de la nation. C'est ce que nous avons par exemple avec la Révolution américaine. Elle a produit une constitution tricentenaire jusqu'à aujourd'hui. On ne la rejette jamais, mais on ne fait que l'amender parce que au commencement, elle a été totalement réfléchie. Elle a pris en compte la réalité du développement de la nation. Elle a posé les jalons du développement durable d'une nation. Pas durable dans le cadre de l'écologie, mais durable dans le cadre du long terme. Donc, je propose que nous tous, rassemblés à la seconde conférence nationale souveraine, que nous puissions, parce que nous en avons les moyens, rédiger une constitution qui sera viable pour toute la couche de la population congolaise.
Et Donc, révérend, les gouverner. comment Oui. se prémunir de ces velléités-là de vouloir toujours changer la Constitution chaque fois qu'il y a un problème qu'on veut résoudre, un problème personnel? Alors, est-ce que vous avez mis là quelques mécanismes qui éviteraient justement cela? Il faudrait que je puisse rappeler aux Congolais que nous avions une conférence nationale souveraine de 1991 qui a produit une constitution, un acte fondamental qui a engagé le pays dans la démocratisation. Et nous avons eu le premier président élu démocratiquement à la personne de Pascal Elisouba. Cette constitution a tout simplement été mise de côté par Denis Sassou Nguesso lorsqu'il a pris le pouvoir par la force militaire. Alors, le fait qu'il faut relever, c'est que nous sommes passés par 8 constitutions dans notre nation. Et sur les 8 constitutions que nous avons eues dans notre nation, 6 sont la patte de Denis Sassou Nguesso. Donc, en réalité, je suis en train d'informer à tout le monde que c'est Sassou Nguesso qui change toujours la constitution et non nous qui pensons que lorsque nous irons à la seconde conférence nationale souveraine, il faudrait que nous commencions par la Constitution. Parce que la Constitution est l'acte de naissance d'une nation. Elle donne les orientations indélébiles, indéfinissables, intarissables, incontournables, n'est-ce pas, pour la marche des institutions de la nation. C'est la Constitution qui encadre les institutions. Dans une nation, nous avons 7 institutions. Il y a l'exécutif, il y a le législatif, il y a le judiciaire, il y a la presse, il y a la forces armées, il y a l'administration, il y a l'éducation et les arts. Voilà, donc nous avons ces 7 institutions fondamentales qui sont cadrées et encadrées par une constitution. C'est comme ça que commence toute nation qui voudrait se développer. Et avoir une constitution stable signifie avoir un régime politique stable, une administration stable, une progression politique stable. C'est cela que nous devrions rédiger pour refonder le Congo. Parce que le Congo qui est dans le chaos a besoin d'une renaissance. Et toute renaissance ne peut commencer que par un acte fondamental qu'on appelle la Constitution. Lorsque je parle d'une constitution centenaire, c'est une constitution qui tienne véritablement compte du développement de la nation, ce nouveau Congo que nous voulons refonder. Ce n'est pas un désir de commencer toujours par changer de constitution. Alors, est-ce que, révérend, c'est très intéressant, je crois que le peuple est édifié, mais vous pouvez aller jusqu'au bout de cet argument. Pourquoi cette propension, justement, de M. Sassou Nguesso à vouloir toujours changer de constitution? Monsieur Denis Sassou Nguesso a toujours changé de constitution ou d'acte fondamental de son pouvoir. Parce qu'il est toujours arrivé à un moment où il recommençait un pouvoir. C'est pour cela qu'il légitimait cela par un acte fondamental. En fait, c'est une réalité pour tous. Mais le problème, c'est que c'est quand il y a des coups d'État qu'il y a des changements, n'est-ce pas, de constitution. Mais si la nation est stable, je vais prendre un exemple. Si la constitution de 1992 n'a pas été brusquée par le coup d'État militaire de Denis Sassou Nguesso, jusqu'à aujourd'hui, on changerait d'alternance de président et d'alternance de président avec la même constitution. Mais Sassou sait qu'il prend le pouvoir par la force. Conséquemment, il faudrait qu'il change d'acte fondamental ou de constitution. Et c'est pourquoi, lorsqu'il a fait la constitution de 2002, il a dit qu'il faudrait qu'il y ait tout simplement un mandat renouvelable. Lorsqu'il arrive à la fin du mandat renouvelable, il a vu qu'il avait encore de force, il ne pouvait plus continuer. C'est pour cela qu'il a fait une autre constitution et qu'il a joué pieds et mains pour aboutir à une constitution. Parce qu'un pouvoir ne peut jamais évoluer sans une constitution. Du fait que la constitution qu'il avait, n'est-ce pas, fait en 2002, exigeait un seul mandat renouvelable une seule fois. Conséquemment, quand il arrive à échéance, le monsieur doit partir. Maintenant, qui ne veut pas partir? Il faudrait qu'il force les choses, qu'il refasse une autre constitution. Donc, il a toujours fait des constitutions à sa mesure à lui. Les constitutions sont comme un prêt-à-porter politique de Denis Sassou Nguesso.
un fait sur lequel il repose pour se prémunir. C'est pourquoi aujourd'hui, les hommes politiques comme mon frère Bougadia est en train de déchiffrer cette constitution et dit la constitution de 2016 est un permis de tuer du pouvoir politique dictatorial. Pourquoi? Mais parce que ce sont les actes fondamentaux qu'il a écrits pour se prémunir de tout ce qu'il fera en politique. Donc, la constitution est la bataille primordiale, fondamentale que nous voulons si nous voulons changer le pays. Et une constitution, quand elle est véritablement élaborée, sans a priori politique, sans découpage politique, sans envie politique, elle dure du temps. Je prends l'exemple de la constitution américaine. Elle dure 300 ans. On ne peut qu'amender quelques articles, mais on ne peut pas l'abolir pour en écrire une autre, parce qu'elle avait été très bien pensée, très bien rédigée, et ça marche dans tout le tas. Je vais donner un autre exemple. Aujourd'hui, aux États-Unis, on a un problème avec le port d'armes. Et aujourd'hui, chaque Américain, c'est l'article 2, doit se défendre avec une arme. C'était une réalité du Far West d'il y a 300 ans. Mais comme la Constitution ne peut pas être abolie, aujourd'hui, on a des scandales avec les armes et il y a même des présidents qui pensent qu'il faudrait qu'on change cet article. Mais Barack Obama a été impuissant devant cela. Pourquoi? Mais parce que cela a été pensé par les pères. Et donc, c'est parce qu'on ne peut pas toucher à un article d'un acte fondamental solide devant lequel tout le monde doit s'agenouiller ou mettre en application qu'il y a ce mal de pouvoir régler ce problème. Donc, si les gens veulent régler le problème du port d'armes, il faudrait qu'ils trouvent un moyen d'amender cet acte-là. Mais s'il n'y a pas un moyen d'amender cet article, c'est pas possible. Donc, c'est vous dire la force d'une constitution bien pensée, pensée pour le développement d'une nation et non pour le maintien au pouvoir. Les constitutions que nous avons eues jusqu'à aujourd'hui ont été rédigées pour se maintenir au pouvoir, mais ils n'ont pas été rédigées pour le développement de la société d'une nation. Merci donc de cette explication, révérend. Nous allons maintenant aborder le problème des réseaux sociaux. Alors, vous considérez que l'avènement des réseaux sociaux devient pour les gouvernements un défi médiatique, donc un revers pour les gouvernements dictatoriaux, dans la mesure où les gens peuvent maintenant s'exprimer librement et ne sont pas nécessairement obligés d'aller demander des heures d'émission dans les télévisions nationales. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur cet aspect qui me paraît essentiel? Oui, c'est un aspect essentiel parce que, vous savez, notre pays, comme tous les pays africains, nous avons vécu sous des dictatures et la force d'une dictature, c'est la reddition sociale, économique, politique et militaire. C'est-à-dire que cela empêche, n'est-ce pas, l'éclosion de la liberté d'expression, la liberté de penser et la liberté d'activité. Or, aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, le pouvoir en place ne maîtrise plus, n'est-ce pas, cette liberté que nous avions acquise par les réseaux sociaux. Les pouvoirs en place qui pouvaient mettre des freins pour que ça ne soit pas n'importe qui passe à la radio, qui passe à la télévision, ou bien quand quelqu'un a fait une émission avec une radio ou une télévision, on peut censurer depuis le haut sommet pour que la personne ne puisse pas s'exprimer. Aujourd'hui, c'est devenu impossible grâce aux réseaux sociaux. Donc, pour nous, c'est un pain béni. Et cela a libéré l'expression des uns et des autres. Seulement, chaque chose a toujours le revers de la médaille. Étant donné que n'importe qui peut parler n'importe comment, il faudrait maintenant qu'il y ait une puissance, n'est-ce pas, médiatique de ceux qui sont à même d'apporter la véritable information rentable pour une population comme la nôtre. Je prends l'exemple de ce qui se passe avec le combat que nous sommes en train de mener. N'importe qui passe dire n'importe quoi et les esprits faibles accueillent le n'importe quoi de n'importe qui n'a pas de valeur. Pourquoi? Mais parce que c'est la guerre de la meute. Donc, il faudrait que ceux qui voudraient impacter nos sociétés et les conduire dans la révolution des mentalités redoublent, centuplent même les efforts pour être plus convaincants. Je vais prendre un exemple. Lorsque nous parlons de la seconde conférence nationale souveraine, je suis en train de me rendre compte,
maintenant que nous impulsons cette chose, que les gens ne comprennent même pas ce que nous sommes en train de proposer. Nous ne sommes pas en train de proposer une activité que nous allons mener, mais nous sommes en train de proposer une seconde conférence nationale dans le genre de la première. Or, la première a rassemblé 1100 Congolais triés dans la gouvernance, dans les syndicats, la société civile, l'opposition. Et c'est cela qui a fait, n'est-ce pas, que notre nation puisse faire un bond de géant en passant du monopartisme au multipartisme à cause de ce travail-là. Donc, nous ne sommes pas en train de parler de nous, mais nous sommes en train de parler des Congolais qui vont être très, très bien représentés à cette seconde conférence nationale souveraine pour être à mesure de faire l'expertise exacte de la direction du pays et demander ainsi aux Congolais comment ils peuvent mettre dehors la dictature, parce que la dictature, c'est le chantre d'un système que le Congolais ne voudrait plus. Nous avons toutes les preuves que nous sommes repartis dans un multipartisme monopartite. C'est-à-dire que le président est dans le monopartisme et il utilise le multipartisme comme une diversion pour dire à la société internationale qu'il y a la liberté dans le pays alors que le pays est verrouillé. Donc, nous sommes en train de nous rendre compte qu'il faut encore repartir aux ABC de ce qu'est une conférence nationale souveraine pour que les gens comprennent que nous tendons la main à tous les Congolais afin que les Congolais s'expriment et soient en mesure de bouter dehors cette dictature que les gens veulent bouter dehors sans en savoir, sans en connaître, sans en maîtriser la manière de réagir efficace. Voilà. Et pourquoi cela? Parce que, en effet, tout le monde est capable de dire n'importe quoi, ce qui est fondé et ce qui n'est pas fondé. Ce que les gens veulent entendre dans les oreilles. Aujourd'hui, quand quelqu'un voudrait parler politique, il commence par ce qui nous unit, c'est que ça se parte. Mais oui, ce qui nous unit, c'est que ça se parte. Mais je leur pose la question. Si par un coup du ciel, Sassou mourait demain, qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce que les gens sont prêts? Si aujourd'hui, on entend que Sassou est mort, demain, qu'est-ce qui va arriver au Congo? Est-ce un comité militaire qui va prendre le pouvoir? Est-ce les hommes politiques qui vont dire, bon, libérons Jean-Michel Marie Mokoko, c'est lui qui a eu les élections qui ont été truquées, c'est lui qui va prendre le pouvoir? Vous allez voir que quand nous réfléchissons très bien, toutes les propositions qu'on mettra sur la table des Congolais seront des propositions illégitimes, illégales et illogiques. Je vais m'expliquer. Sassou a pris le pouvoir au Congo-Brazzaville par les armes. Donc, son pouvoir est illégitime, illogique et illégal. Bon, vous n'avez pas refondé, vous n'avez pas rassemblé les Congolais pour régler ce problème-là, afin de légitimer tout le monde. Parce que du moment où Sassou qui est au pouvoir a un pouvoir illégitime, illégal et illogique, tous ceux qui sont dans les partis de l'opposition, eux aussi sont illégaux, illégitimes et illogiques. Même la société civile, elle est illégale, illogique. Voilà. Pourquoi je le dis? Mais parce que moi, par exemple, je suis en train de parler en vertu de quoi? J'ai reçu le mandat de qui? Je suis en train de faire les propositions. Mais qui? Quelle est la population congolaise qui est d'accord avec mes populations? Quel est le fondement sur lequel je puisse faire des propositions? Parce que le pouvoir en place est illégitime. Donc nous tous, nous sommes devenus illégitimes. C'est pour cela. Pour légitimer le pouvoir politique au Congo, il faudrait rassembler tout le monde à la seconde conférence nationale souveraine. Ce n'est pas un rassemblement de quelques personnes. La mouvance présidentielle doit être bien représentée. L'opposition, sous tous les plans, doit être bien représentée. La société civile doit être bien représentée. Le syndicat doit être bien représenté. Le patronat doit être bien représenté. La jeunesse, les associations des femmes et toute autre chose, ça doit être très bien représenté pour remettre la légitimité entre les mains de la population. Demander à la population au travers des représentants qui seront à la seconde conférence nationale, qu'est-ce qu'ils veulent? Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent de transition. Mais vous allez faire la transition avec un pouvoir illégitime que vous êtes en train de combattre. Quand vous faites une transition, il faudrait bien qu'il y ait des gens du gouvernement de Sassou Nguesso qui figurent dans un pouvoir de transition. Avec quelle personne? Qui on va associer au gouvernement illégitime, illogique, illégal de Denis Sassou Nguesso pour faire une transition? Si vous réfléchissez très bien, c'est une action politique insensée.
Une transition n'a pas de place tant que vous n'avez pas fait une conférence nationale qui refonde la nation. Donc, le problème que les gens devraient comprendre, c'est celui-là. Voilà. Aujourd'hui, je pose la question aux Congolais. Qui voulez-vous qui aille à la transition? Les dirigeants des partis politiques de la diaspora, les partis politiques de 5 personnes, 10 personnes, 100 personnes, ce sont ces partis-là qui peuvent peser. Mais si aujourd'hui, il n'y a pas le rapport de force, mais c'est parce que les partis sont émiettés. C'est des petits partis de rien du tout. Une personne avec sa femme, son enfant, un parti politique. Ce n'est pas cela. Donc, il faudrait que les gens puissent avoir la maturité de dire « Réunissons-nous en une association, réunissons-nous en un organe politique qui va centraliser toutes les activités politiques des uns et des autres. » Et c'est cela qui fera le poids, la légitimité, qui va contraindre le pouvoir en place d'accepter une seconde conférence nationale, qui va rassembler tous les Congolais au travers de leurs représentants pour refonder la nation. Et quand la nation est refondée, alors elle peut démarrer au moyen de ce que décidera la conférence nationale souveraine. Parce que, je le rappelle toujours, que si nous réussissons une conférence nationale souveraine, c'est les conférenciers qui ont le pouvoir du Congo-Brazzaville à partir du moment où ils vont commencer leur assemblée. Le pouvoir en place n'aura plus de pouvoir. C'est pourquoi, quand les gens disent « oui, Sassou n'acceptera pas », c'est effectif. Parce que Sassou ne l'acceptera pas, car tout le pouvoir sera donné entre les mains de la seconde conférence nationale souveraine. La seconde conférence nationale souveraine... Mais révérend, je voudrais vous arrêter pour quelques instants. On entend aussi dire que Sassou pourra l'accepter, mais va se prendre ses dispositions pour que la chose ne lui échappe pas comme durant la première conférence. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que tout en acceptant cette conférence, il va mettre des garde-fous pour éviter ce qui s'est passé en 91? Oui, alors je vais expliquer très bien ma pensée. Non, Sassou ne peut être que contraint d'aller à la seconde conférence nationale, surtout si elle sera souveraine. Parce que quand une conférence nationale est souveraine, à partir du moment où le gouvernement en place accepte que la conférence nationale est souveraine, les conférenciers deviennent l'Assemblée nationale. Ils deviennent les représentants de toute la nation. Est-ce que vous ne prévoyez pas des risques que des gens s'infiltrent pour faire du surnombre et que... Non, il faudrait d'abord que vous me laissiez expliquer parce que cette chose-là doit bien être expliquée auprès des gens. Hein, je reprends. Lors de la conférence nationale souveraine de 1991, Monseigneur Nkombo était l'homme fort du Congo jusqu'à ce qu'il y ait un autre président. S'il avait pris la détermination de mettre Denis Sassou Nguesso à résidence surveillée pour qu'il ne quitte jamais le Congo ne vivrait pas ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce que Denis Sassou Nguesso l'a lui-même fait pour le président Joachim Yomi Opango à 2 reprises. Monseigneur Nkombo a évité de faire cela. Dans le livre que je vais publier, j'ai très bien expliqué. Il a pensé qu'en faisant cela, il éviterait un bain de sang au Congo. Malheureusement, Monseigneur Ernest Nkombo étant un homme de Dieu, un homme de la parole de Dieu, devait faire appliquer la parole de Dieu. Qui lève l'épée, périra par l'épée. Le monsieur qui a dirigé dictatorialement devait être mis à résidence surveillée. Il ne devait jamais quitter le Congo jusqu'à ce qu'on ait remis le Congo en jeu. Donc aujourd'hui, quand vous dites « il peut accepter », non, il ne peut pas accepter s'il n'y a pas une contrainte. Parce que, en effet, accepter une seconde conférence nationale souveraine signifie pour lui qu'il va abandonner le pouvoir. Parce que ceux qui vont se rassembler, les conférenciers, ne sont plus d'accord avec lui. Il ne peut jamais y avoir une représentativité. Par exemple, si nous prenons 1100 personnes comme la conférence nationale souveraine, je ne crois pas qu'en faisant un vote, il y aura 600 conférenciers qui vont dire que ça soit resté au pouvoir. Il le sait. Alors, c'est pour cela que quand les gens vous disent il peut accepter et prendre des dispositions, mais quelles sont les dispositions qu'il va prendre? Non,
Il n'y a pas de disposition que quelqu'un puisse prendre. Il va peut-être accepter du bon, je suis d'accord avec une conférence nationale, qui est différente d'une conférence nationale souveraine. Parce qu'une conférence nationale, c'est celle que Marien Ngouabi avait fait. Après le coup d'État de Kinganga, il a fait une conférence nationale et il a continué. Mais nous sommes en train de requérir une conférence nationale souveraine, c'est-à-dire qui prend le pouvoir au pays. Le pouvoir sera entre les mains de, s'il y aura 1000 conférenciers, le pouvoir est entre les mains de 1000 conférenciers. Et on demande qu'est-ce qu'on va faire du président et de ceux qui ont un pouvoir facultatif, c'est-à-dire qui ne sont que un président secrétaire, des ministres secrétaires. C'est la conférence qui décide. Et ça, le président le sait, tout comme dans toutes les institutions du monde entier. Ça se sait. C'est nous qui ne savons pas ce que nous sommes en train de proposer. Il n'y a pas de disposition qu'il puisse prendre. La seule chose qui aura lieu, il les refusera. Il les refusera. Et alors, quand la population toute entière sera mobilisée pour la seconde conférence nationale souveraine et qu'il va refuser d'y aller, on va déclencher ceci. J'espère que tu es en train de lire la désobéissance civile congolaise. Donc, mon cher, quand nous sommes en train de parler, c'est parce que les Congolais ne me lisent pas. C'est un livre de 255 pages. Je vais bientôt te l'envoyer, tu vas le lire. C'est tout un processus juste que nous sommes en train de présenter aux Congolais. C'est à nous de convaincre Denis Sassou Nguesso de quitter le pouvoir par la grande porte. Et c'est cela l'importance d'une seconde conférence nationale souveraine. En fait, la seconde conférence nationale souveraine, c'est quoi? C'est une partie du Congo sélectionnée par les Congolais à qui l'on donne le pouvoir de régler la crise actuelle. Voilà ce qu'on appelle une seconde conférence nationale souveraine. Alors donc, si je comprends bien, tout va se jouer au niveau de la sélection de ces conférenciers. Cet aspect paraît... Tout va se jouer au niveau de la sélection des conférenciers. Mais comment ça se passe dans les normes? Il faut qu'on voie les normes. Et regardez le dialogue que Sassou est en train de faire. Vous avez vu la représentation des partis de l'opposition? Un membre. Vous comprenez? Donc, c'est ça qu'on appelle ce que nous ne voulons pas. Tout doit se jouer dans la représentativité. Mais, mon frère, c'est parce que les Congolais ne lisent pas. Tout est expliqué à mon général Intel. Alors, mon frère, comme tu es juste à côté de moi, fouille un peu la page, là où il y a la lettre que j'ai envoyée, là où j'ai expliqué comment les choses vont se passer. Je vais expliquer à tout le monde. Mon frère, mais la représentativité, tout va se jouer comment? Mais ça commence d'abord par le fait que le président, avec le gouvernement actuel, accepte qu'il y a une conférence nationale souveraine qui aura lieu. Et la machine va se mettre en marche elle-même. Parce que la représentativité, elle sera paritaire partout. Il y aura, moi ce que je propose, nous devrons rassembler 3300 Congolais à cette seconde conférence nationale souveraine, dont un tiers pour la majorité présidentielle, le PCT est apparenté, un tiers pour l'opposition, que ce soit l'opposition nationale, l'opposition du centre, l'opposition citoyenne, un tiers. La société civile, un tiers. Donc, il y a une parité. Et maintenant, il faudrait qu'il y ait la confrontation. C'est quoi la confrontation? En fait, j'ai concocté quelque chose. S'il te plaît, je voudrais que mes amis me suivent. Qu'est-ce qu'on appelle une conférence nationale? Une conférence est l'une des formes de conversation entre les personnes. Elle est une confrontation d'idées et d'opinions ainsi que d'informations scientifiques ou médicales, physiques ou mathématiques, philosophiques ou politiques, anthropologiques ou militaires, sur un sujet jugé d'importance capitale par les participants. Aussi, son organisation demeure généralement formelle. Elle rassemble un ou plusieurs intervenants, c'est-à-dire des spécialistes, et un ou plusieurs contradicteurs, ou un ou plusieurs citoyens, ou un ou plusieurs représentants de la société civile dans certaines conférences dites conférences citoyennes ou conférences de consensus. Certaines conférences se répètent régulièrement. Par exemple, une conférence budgétaire ou une conférence épiscopale ou une conférence scientifique. Dans ce cas de figure, nous sommes en face des conférenciers permanents. Ceci lorsque l'objet de cette conférence est destiné à être régulièrement évalué et questionné et remise en question pour faire évoluer ce pourquoi elle est exercée.
on parle de congrès des partis politiques ou des associations. Donc, le président de la République, le pouvoir en place, lui ou eux, ils savent ce que nous sommes en train de demander. Mais mieux, c'est nous qui ne savons pas ce que nous sommes en train de demander. Je vais extrapoler. Notre ami Boukadia propose une conférence internationale sur le Congo-Brazzaville. Mais quand on parle de conférence internationale, comment voulez-vous qu'on fasse une conférence internationale sur un pays? Une conférence est internationale lorsqu'elle a deux interlocuteurs qui sont deux nations. Je prends un exemple. S'il y a une conférence entre le Congo-Brazzaville et le Gabon, c'est une conférence internationale. Mais les gens sont en train de penser que la conférence internationale, on va appeler l'ONU. Mon Dieu, ça ne se fait plus depuis 1946. Si vous voulez appeler l'ONU, que l'ONU intervienne dans nos problèmes, c'est qu'on voudrait mettre le Congo sous tutelle. Les derniers pays qui ont été mis sous tutelle de l'ONU, c'est le Kosovo et consorts. Mais est-ce que les gens sont en train de réfléchir à ce qu'ils sont en train de nous proposer? Donc, nous avons un problème aujourd'hui avec des hommes politiques qui disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas, que les gens m'excusent. Mais ce que nous sommes en train d'excuser, je préfère que les gens nous disent « Parlez-nous de ce que vous êtes en train de nous exposer ». Comme ça, on va faire l'instruction. Humblement, on va montrer aux gens ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que ce n'est pas une manière pour Boukadia de sécuriser ces négociations entre Congolais, de faire intervenir des gens indépendants et autonomes qui pourraient justement peser dans la balance? Non. On ne fait intervenir l'ONU que dans la mesure de maintenir la paix. Alors, en ce moment-là, on envoie les casques bleus. Ou on peut faire une zone tampon, on envoie les casques blancs, comme en Palestine et en Israël. Vous ne pouvez pas demander, n'est-ce pas, je vais vous le dire clairement, en prenant l'exemple du FMI qui a donné l'argent à Denis Sassou Nguesso. Non, le FMI n'a pas donné l'argent à Denis Sassou Nguesso. Le FMI a donné l'argent au Congo. Et il faudrait que vous sachiez que si cela a mis du temps, ce n'est pas parce qu'il y avait des problèmes. Non, tout simplement, le FMI voulait savoir quelles sont les garanties nettes que Denis Sassou Nguesso met sur la table pour rembourser non seulement ce que le FMI va donner, mais rembourser les autres dettes. Donc aujourd'hui, ce que nous, Congolais, nous ne savons pas, si le FMI a accepté notre dossier, c'est que Sassou a encore hypothéqué du pétrole dans les années qui suivent. C'est pour cela que le FMI a donné ces 440 et quelques millions d'euros, ou disons de dollars américains, pour permettre aux autres institutions comme la BAD, la Banque mondiale. Donc c'est un crédit que le FMI a donné au pouvoir en place aujourd'hui pour que Sassou Nguesso progresse encore en s'endettant. C'est ce qu'il faut savoir. Et ce n'est pas une victoire politique de Sassou Nguesso parce qu'en effet, cela devait toujours avoir lieu. Le FMI devait toujours donner de l'argent parce que c'est de l'argent que nous, Congo, nous cotisons parce que nous faisons partie de l'Organisation des Nations Unies. Et le FMI prend les cotisations des nations et intervient lorsqu'une nation est en faillite dans le cas du Congo. Donc, vous n'allez pas penser que Sassou Nguesso est fort politiquement pour qu'il ait réussi à faire fléchir, n'est-ce pas, le FMI, ou bien qu'il y a des gens qui ont intervenu. Non, les gens n'ont pas intervenu. Les préalables posés par Sassou Nguesso, si c'est sur 5, eh ben, il a dit lui-même. Sassou ne peut pas réussir, n'est-ce pas, la lutte contre la corruption parce qu'il va faire la lutte contre soi-même. Mais en réalité, cela ne pèse même pas sur la balance qui décide le FMI à donner de l'argent au Congo. Donc, il est temps que nous puissions faire comprendre aux gens. Et aujourd'hui, les gens sur les réseaux sociaux ont dit qu'ils sont tentés de travailler avec le FMI, que le FMI est de notre côté. Vous avez entendu des leaders politiques le dire, et maintenant nous sommes où? Mais ce que ces leaders politiques ne comprenaient pas, c'est que le FMI ne peut pas s'ingérer dans les affaires politiques du Congo-Brazzaville. Mais mon Dieu, nous sommes sur quelle planète? Et donc, la défaite est une défaite des leaders d'opinion qui sont en train de vendre des faux rêves aux Congolais, qu'ils sont influents
et qu'ils peuvent parler au FMI et empêcher le FMI de donner l'argent au Congo. Et donc, nous avons là la preuve que plusieurs hommes politiques et dirigeants associatifs divisent tout simplement le Congo avec du mensonge et non la vérité. Donc, en revenant dans le cadre de la proposition de Bougadia, elle n'aura jamais lieu parce que la théorie, la pratique et l'expérience qu'il propose ne s'est jamais fait sur la terre tout entière. C'est à nous, Congolais, de nous battre en national. Et quand nous serons battus convenablement, nous réussirons. Notre problème, c'est que les dirigeants politiques, les dirigeants associatifs ont une autre visée, la lutte du pouvoir. Or, la population a une autre attente, la fin de la crise économique et sociale. Donc, nous devons accorder les violons. Il n'est même plus temps que nous puissions faire la contradiction entre nous, leaders d'opinion. Moi, j'appelle par ce média à Bougadia, j'appelle à Roland Nitou, j'appelle à Marc Mapingou, j'appelle à tous les dirigeants congolais que nous devons nous réunir sous la bannière de la seconde conférence nationale souveraine. Peut-être que eux, ils connaissent mieux que nous autres et que nous voyons gros qu'ils nous cadrent et nous encadrent. Mais la proposition que nous sommes en train de faire n'est pas notre proposition. Mais de grâce, que les dirigeants politiques et associatifs arrêtent de faire chemin unique chacun. Il est temps que nous puissions nous rassembler pour devenir une force politique unique, capable d'impulser un seul ton pour le pays. La seule institution qui puisse dire ouvertement à Sassou Nguesso de s'en aller, ce n'est pas les partis politiques. C'est une conférence nationale souveraine qui va dire, Monsieur Denis Sassou Nguesso, vous devez quitter le pouvoir. Du jour où nous allons nous rassembler, je défie tout homme politique et tout dirigeant associatif que nous puissions contacter les autres manias politiques. Tous, même les Français savent que le jour où nous, la diaspora, nous serons unis en France, en Europe, en Amérique, aux États-Unis, à Cuba et partout, lorsque nous serons nous tous une seule personne avec un seul projet pour notre pays, c'est l'équilibre de force qui sera en notre faveur. Et donc, ceux qui sont au pouvoir actuellement ont intérêt de corrompre les uns et les autres pour que nous n'arrivions pas à cela. Parce qu'ils savent je voulais, sur ce point, ils vont perdre le pouvoir. Sur ce point précis, nous allons avancer dans le cadre de cet ouvrage toujours. Je voudrais, sur ce point précis du programme, dans quelle mesure un programme commun des membres de la diaspora est envisageable? Est-ce que vous ne voyez pas que tout ce que nous vivons, c'est simplement le prolongement des égos, parce que vous abordez le problème des égos dans cet ouvrage également? Comment planir tout ça? Est-ce que rapidement essayer de... La chose, elle est très simple. Pour aplanir les égos, c'est de faire ce que toutes les sociétés qui étaient opposées à un pouvoir politique dictatorial ont fait. Qu'est-ce qu'ont fait toutes les sociétés de la Terre tout entière qui se sont liguées contre un pouvoir dictatorial? C'est que les gens se sont rassemblés en un front uni. Que les dirigeants politiques, humblement, écoutent un peu ce que je vais leur dire. Mais Denis Sassou Nguesso est uni avec les siens. Nous avons 50 généraux au pouvoir. Nous savons qu'il y a de la dissidence à l'intérieur. Mais cette dissidence ne peut jamais s'exprimer tant qu'il y a un espoir de vie ou de survie du président de la République. Ils sont tous à genoux. Pourquoi? Mais parce qu'ils forment un corps uni pour conserver le pouvoir. Alors, si nous voulons prendre le pouvoir, nous devons nous aussi nous unir pour avoir deux fronts qui s'affrontent. Et c'est ça le but d'une conférence nationale. C'est d'amener tout le monde à un seul but. Quand vous parlez des égos, mais disons-nous les vérités, les égos de quoi? Un tel a un parti politique de 30 membres. C'est quelque chose pour s'enorgueillir. Un tel autre, il y a même des hommes d'église qui ont des églises de 20 000 membres au Congo-Brazzaville. Alors, ils s'enorgueillissent pour cela? Non. Il n'y a pas question d'ego. En fait, la vraie question,
sur les égos. C'est que les égos n'existent pas. Mais il existe des collabos. Eh bien, je vais vous dire que les collabos, ceux-là qui ne veulent pas que nous puissions renverser Denis Sassou Nguesso, ne sont pas à rechercher parmi ceux qui ne critiquent pas Denis Sassou Nguesso, mais plutôt parmi ceux qui le critiquent nuit et jour. Parce qu'en critiquant le pouvoir en place nuit et jour sans rien faire, on laisse ce pouvoir-là cavaler. C'est ce que nous disons dans le sens universel. Le chien aboie, la caravane passe. Nous ne sommes pas des chiens combattants, nous sommes des combattants. Et donc, pourquoi nous ne pouvons pas nous unir en une seule force? Il y a plusieurs moyens. Parce que si nous nous unissons, on va trouver un dirigeant. Mais alors, ça fait quoi? Si c'est un tel qui va nous diriger, quel est le problème avec? Le but, c'est effectivement que ça sous-parte. Mais pour que ça sous-parte, il faudrait que nous commencions nous-mêmes à prouver qu'on est capable de nous unir. Mais si nous ne pouvons pas nous unir, c'est que nous n'allons jamais prendre le pouvoir au pays. Même si quelqu'un réussissait à prendre le pouvoir au pays, mais ce sera quoi? Il va continuer de diriger avec son petit groupe avec lequel il a pris le pouvoir. Et ça, je l'explique très bien dans le livre. Oui. Pour démontrer que nous voulons que les choses changent au pays, nous sommes un microcosme politique qui doit montrer l'exemple. C'est pour cela que moi, écoutez, sur ce combat, regardez le nombre de livres que j'ai publiés. Toi, tu es en train de lire un des livres que j'ai publiés. Mais est-ce que je me fais prévaloir à cause de cela? Révérend, en vous lisant, toujours dans le même ouvrage qui divise la diaspora, vous prévoyez les risques même d'une guerre dans le pays si ces dissensions se pérennisent, continuent à se pérenniser. Est-ce que, et dans le même temps, vous dites qu'il ne faut pas faire de la vengeance dans le règlement de ce problème, puisque vous dites que le pays est face à un blocus. Alors, comment, justement, pour vous, une purge est possible si, parce que vous affirmez qu'il faut également une purge, dans le même temps, vous croyez qu'il n'y a pas de la vengeance à faire. Comment vous allez réarranger tout cela? Il y a là beaucoup de problèmes qui méritent d'être expliqués aux auditeurs. Mais bien sûr, le problème, c'est qu'il faudrait que nous sachions que les auditeurs doivent maintenant apprendre à me lire. En effet, aujourd'hui, Sassou est en train de s'armer. Avant-hier, on a compris que Sassou a fait venir 200 experts militaires, n'est-ce pas, au Congo-Brazzaville. 200 experts militaires russes au Congo-Brazzaville. Je voudrais donner aux Congolais une idée de ce qu'il est en train de se passer. Vous avez vu, lors d'une émission, nous avons parlé de Maduro contre Juan Guaidó, n'est-ce pas, au Venezuela. Et il y avait une tendance de l'armée américaine de descendre sur place pour destituer Maduro. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? 99 experts militaires russes sont descendus au Venezuela avec le vice-chef d'état-major de l'armée de terre de la Russie au Venezuela. Et 2 jours après, un porte-avions chinois s'est dirigé au Venezuela, n'est-ce pas? Voilà qui a stabilisé et qui a donné du souffle au dictateur Maduro. Donc aujourd'hui, Sassou est en train de se militariser. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire ce qu'on appelle de la politique de la dissuasion. Il est en train de vous dire, écoutez, je sais que vous êtes capable de me renverser aujourd'hui, peut-être par la non-violence, mais je n'irai pas sans avoir fait couler le sang. Et c'est pour cela que j'interpelle aux Congolais de ne pas prendre le risque de faire n'importe comment, n'importe quoi. Parce que la seule voie de la raison qui puisse faire qu'on puisse buter dehors la dictature et son système, c'est que nous nous rassemblions à la conférence nationale souveraine. Quand nous allons nous rassembler à la conférence nationale souveraine, y participeront aussi, n'est-ce pas, des hommes et des femmes politiques de la mouvance présidentielle. Donc, les résolutions que nous prendrons là-bas seront des résolutions pour tout le monde. Et parmi ces résolutions, nous dirons que le système actuel, toutes les personnes qui ont fait la politique sous Denis Sassou Nguesso doivent recevoir un carton rouge. Ils n'auront plus le temps de faire la politique. Ce n'est pas une chasse aux sorcières, ce n'est pas une purge, mais c'est tout simplement leur convaincre qu'ils abandonnent, n'est-ce pas, de faire la politique.
Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous allons faire de telle sorte que la politique ne paye plus comme dans la gouvernance d'antan, la gouvernance d'hier. Parce qu'aujourd'hui, pour t'enrichir, il suffit que tu fasses de la politique et que tu sois de la mouvance présidentielle. Oui, précisément, révérend, vous affirmez la politique ne devrait pas gratifier la richesse. Exactement. Vous abordez là le problème politique, l'éthique en politique. La politique ne devrait pas gratifier la richesse. C'est-à-dire que la politique ne doit pas donner de la richesse à ceux qui font de la politique. C'est juste. C'est ça le mal du Congo. C'est parce que ceux qui font la politique sont gratifiés par la richesse qu'on prend au pays et qu'on leur donne pour maintenir le pouvoir en place. Or, ce que je propose, c'est de faire de telle sorte que le salaire de l'homme politique soit un salaire normal, comme le salaire de n'importe quel cadre. Nous avons au pays des cadres qui touchent des salaires normaux. C'est ce qu'on devra faire. Et puis, nous allons rehausser notre justice. Faire de telle sorte que tous ceux qui ont volé l'argent du pays puissent le rapatrier. L'instance de la seconde conférence nationale souveraine est en mesure de lever le secret bancaire pour toutes les banques et les paradis fiscaux qui ont de l'argent du pays. C'est cette instance-là seule qui puisse le faire. Je vous dis une fois de plus une vérité. Il n'existe pas un parti politique qui ait le pouvoir de dire levez le secret bancaire, nous voulons connaître Sassou à combien, Ikia Lebumba Sassou à combien, Denis Christel Kiki à combien. Ça n'existe pas. Mais une conférence nationale souveraine a ce pouvoir-là. Et je vous le répète, consultez Ouabari Mariotti, qui était le ministre de Pascal Lissouba, faites-lui venir. Il va vous expliquer d'une manière, je sais, qui sera scientifique et consensuelle, qu'est-ce qu'une conférence nationale souveraine. Moi, je voudrais inviter les combattants d'écouter cet homme pour qu'il explique c'est quoi, qu'il passe même sur ta radio et qu'il explique qu'est-ce qu'une conférence nationale souveraine. Ou bien toi, fais un effort. Moi, je peux appeler Mariotti, qu'il passe, qu'il explique aux gens c'est quoi une conférence nationale souveraine. C'est un pouvoir, c'est le pouvoir d'une nation en crise. Nous aurons la possibilité de rapatrier l'argent que Sassou Nguesso et sa bande, les ministres, les généraux ont mis à l'étranger. Nous pouvons le faire rapatrier. Mais il n'existe pas un parti politique qui puisse le faire. C'est de la surenchère politique. Ils n'en ont pas le pouvoir. Là encore, les gens doivent savoir que les choses, c'est ainsi qu'elles marchent. J'ai une question de curiosité, révérend. Cette espèce d'épée de Damoclès qui pèse sur eux, n'est-ce pas la raison pour laquelle, justement, il y a cette inertie, ils ne veulent pas quitter, puisqu'ils savent que vous parlez de quelle épée de Damoclès? Un désastre. C'est-à-dire que... Non, vous parlez de quelle épée de Damoclès? Quand vous prévoyez ces mesures draconiennes, ces arrestations éventuelles, ces assignations en justice... Je n'ai pas dit qu'on va les arrêter. J'ai tout simplement dit qu'on va rehausser notre justice nationale. Non, je voudrais comprendre le comportement de ceux qui ne veulent pas quitter le pouvoir, donc ne veulent pas favoriser ce passage à la démocratie. Est-ce que c'est parce qu'ils savent déjà... Voilà, c'est parce qu'ils savent déjà que... je suis en train d'expliquer, mon frère. Hein? C'est ce que ton public voudrait savoir, non? Oui. En fait, en réalité, il n'y a pas d'épée de Damoclès sur Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, il n'y a pas d'épée de Damoclès. Vous savez pourquoi? C'est sa constitution. Sa constitution lui dit de quitter le pouvoir sans que le Congo ne lui fasse quelque chose. Vous savez ce que ça signifie? En fait, on blanchit tous les crimes. Hein? On blanchit tous les crimes, c'est cela. Donc, mais exactement parce que c'est ce qui figure dans sa constitution. Absolument, oui. Voilà. Et donc, au moment où lui, il quittera le pouvoir, il faudrait l'expliquer à tous les Congolais. Il ne sera pas inquiété comme tel. Quand il quitte, exactement, quand Sassou Nguesso quittera le pouvoir, il ne sera pas inquiété parce qu'il a prévu dans la Constitution. Il est fin. Et il sait que cette Constitution, elle est valable. Si nous, les Congolais, nous disons qu'elle n'est pas valable, mais elle est valable. Parce que M. Denis Sassou Nguesso est reçu à l'ONU, il est reçu en France partout comme président du Congo. Donc, c'est comme ça qu'il est reconnu. Maintenant, nous, ce que nous pouvons savoir faire, effectivement, il y a dans la Constitution de Denis Sassou Nguesso, il y a la désobéissance civile.
Pourquoi nous ne recourons pas? Mais pour faire la désobéissance civile, il faut d'abord une formation. La formation de quoi? Mais il faut d'abord former les cadres qui font la politique. Mais quels sont les gens qui ont échoué le 20 octobre 2016 à Diata? Mais c'est les mêmes qui sont en train de promettre monts et merveilles aux Congolais. Mais est-ce qu'ils ont très bien fait le 20 octobre à Diata? Ils l'ont mal fait. Ils étaient où? Quand Kolela voulait renverser Pascal Lissouba, c'est lui-même qui était en tête. Il est arrivé au CCF, nous savons qui est venu tirer, et puis les gens sont repartis, mais Kolela était en tête. Mais dans l'affaire de Diata, quel est l'homme politique qui était en tête? Personne. Et donc, dès le petit mouvement, puisqu'ils étaient cachés, on est allé les incarcérer chez eux parce qu'ils ont fait une chose en cachette. La désobéissance civile ou la conférence nationale souveraine, ce sont des activités, des prérogatives de la Constitution que nous devons nous en saisir. Et aujourd'hui, c'est un faux problème que Sassou Nguesso et ceux qui sont au pouvoir peuvent poser en disant qu'il y a une épée de Damoclès qu'il y a sur leur tête. Parce que le TPI ne pourra pas les prendre, car il n'y a pas de flagrant délit de crime de guerre véritablement démontré. Il a déjà mis les bouchées doubles pour masquer, par exemple, le génocide du Poul. Il est déjà masqué. On va repartir sur le terrain, on va trouver les preuves, on ne trouvera plus les preuves. Pourquoi? Les cadavres sont enterrés et qu'on sort. Les gars sont en train d'être récupérés, donc il n'y aura pas de preuves pour lesquelles il pourra être inquiété. Mais lui, révérend, ce discours, vous pensez que ces propos peuvent faire plaisir à vos militants? Mais oui, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas mentir à la population. C'est ça le problème. Ce n'est pas dire, Sassou dégage qu'il va dégager. Essayons de réfléchir, soyons clairs. Depuis 20 ans, vous dites Sassou va dégager. Il a déjà dégagé? Non. Pourquoi? Mais parce que c'est un mensonge que vous dites aux populations. Il faut que les populations soient très bien formées. Ne dites pas aux populations que non, Sassou, on va le dégager. Vous n'avez pas d'armes constitutionnelles et institutionnelles pour le faire. Et pire, vous ne vous constituez même pas en une force politique. Alors, donc ne trompez pas les gens. C'est pour cela que ça ne marche pas. Et vous dites, est-ce que ce discours va plaire à vos gens? Mais quel est le discours que vous voulez? C'est quoi une révolution? C'est de dire la vérité aux gens pour que les gens connaissent leurs armes. Mais il ne faut pas vendre aux gens du rêve. Il ne faut pas vendre aux gens du rêve. Sassou nous a vendu du rêve. Autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000. Nous étions encore en quelle époque quand il disait ça? On est arrivé à l'autosuffisance alimentaire? Non. On est arrivé à la santé pour tous? Non. On est arrivé à l'éducation pour tous? Non. Alors, nous allons bientôt aborder la chute de cette émission. Vous parlez effectivement parmi les solutions de la non-violence. Et vous considérez que la non-violence, vous pensez que la non-violence considère l'homme comme sacré. Exactement. Et les exemples de l'Algérie et du Soudan, pensez-vous, révérend, que ces exemples peuvent s'appliquer à notre contexte? Nous avons notre propre contexte à nous. C'est le chemin tracé de la conscientisation de tout le monde pour faire que tout le monde, nous nous rassemblions, pas dans les rues, mais que nous nous rassemblions dans un lieu avec ceux qui sont au pouvoir et leur parler. C'est la seconde conférence nationale souveraine. C'est ça qu'on appelle la non-violence. Vous pensez que la non-violence, c'est quoi? Quand vous allez prendre la non-violence de Martin Luther King avait en face de lui des ségrégationnistes raciaux. Et il a dialogué avec eux en leur faisant des propositions. Là où Malcolm X répondait le sang et le feu, lui, il partait avec les solutions. Là où Malcolm X répondait le feu et le sang, Martin Luther King partait avec les solutions et on a fini par comprendre que c'est ce qui a amené l'homme noir en Amérique à se libérer. C'est ce que nous voulons faire. Nous voulons confronter le régime en place avec des arguments. Et les arguments, nous avons les preuves des arguments. Quelles sont les preuves? Mais par exemple, aujourd'hui, nous savons qu'il y a 14 000 milliards de francs CFA qui avaient été mis au trésor. Ils sont partis où pour que nous nous endettions au FMI? Voilà les questions qu'il faut librement poser. Et nous allons décréter que soient rapatriés les fonds. Si nous arrivons à la seconde conférence nationale souveraine,
nous serons la représentativité nationale du Congo. Nous décréterons que l'argent soit rapatrié et il sera rapatrié. À partir de ce moment-là, quand on arrivera à la seconde conférence nationale souveraine, nous aurons déjà dépolitisé l'armée en mettant l'armée du côté de la population parce que l'armée nous appartient. C'est pour cela que nous sommes sûrs et certains que si nous nous constituons en une force contributive, on va renverser le pouvoir au Congo comme cela s'est fait en Algérie et au Soudan. Mais ça sera fait de la meilleure de manière parce que c'est préparé en amont. Ça ne sera pas des mouvements spontanés comme en Algérie. En Algérie, aujourd'hui, Bouteflika est parti, mais c'est l'armée qui est au pouvoir. Au Soudan, Omar Béchir est parti, mais c'est l'armée qui est toujours au pouvoir. Et des deux côtés, ils n'ont pas encore acquis le pouvoir civil. C'est pourquoi nous pensons que c'est ce qu'il faut faire. Il faut aller vers une confrontation pure et nette pour que le pouvoir en place quitte, et pas seulement le pouvoir, le système. Nous allons réussir ce que n'a pas réussi la RDC. Parce que la RDC n'a réussi qu'à faire partir Kabila. Mais toute la configuration politique est restée. Or, ce que nous voulons, mon frère, ce n'est pas... Ce n'est pas là une transition qu'ils viennent d'entamer. C'est un processus qui s'étend... C'est un long processus voilà. Qui ne pourra aboutir qu'après Étienne Tshisekedi. Et donc, le goulot d'étranglement est encore là. C'est parce que les gens n'ont pas les informations, mais ça commence à s'opérer. Des voitures de 1000 milliards qu'on commence à acheter de l'autre côté, c'est quoi? Donc, je voudrais que les gens, que nous puissions être en mesure, avec toutes les capacités, tous les cerveaux que nous avons, que nous comprenions quelle est l'importance de notre réunification et de la constitution d'un organe politique qui chapeautera toutes les associations, tous les partis politiques pour constituer la force politique contributive qui sauvera le Congo. Ce travail-là a un but, la seconde conférence nationale souveraine, qui fera participer tout le monde au même piédestal et trouver la solution pour notre Congo et réussir de bouter dehors, n'est-ce pas, la dictature et donner la passe à toutes les nations qui sont dans la même condition que nous. Au Gabon, au Tchad et partout, les gens sont en train d'attendre que ça démarre par le Congo. Et donc, c'est cela que nous voulons être l'exemple en Afrique centrale et pour éclairer toute l'Afrique subsaharienne. C'est un devoir d'une importance capitale. Donc, la bataille que nous devons mener, c'est d'amener les leaders politiques de la diaspora à comprendre cette chose, qu'ils sachent qu'aujourd'hui, on a tout simplement besoin d'eux. Ce n'est pas nous, mais le pays a besoin d'eux. Donc, nous serons capables de faire plus que ce qui s'est fait en Algérie par la non-violence. La non-violence utilise comme arme finale la désobéissance civile. Alors, concrètement, revenons sur terre, ce raisonnement est plus ou moins général, mais est-ce que vous avez déjà commencé à entamer des démarches? L'autre jour, je vous ai reçu, vous parliez de cette lettre envoyée au président Sassou à travers M. Adada. Oui. Est-ce que vous avez, dans l'intervalle, déjà commencé à consulter quelques figures de l'opposition pour mettre en place une structure? Parce que vous parlez ici, au niveau dans votre ouvrage, même de manque de stratégie commune, de manque de moyens, de canaux d'information communs, parce que vous abordez le problème, et effectivement des médias dans la diaspora, de l'information, voilà, qu'il vous manque des canaux qui vous permettent même de vous adresser à la communauté internationale. Comment vous travaillez justement à faire que tout ça soit réarrangé? Nous sommes en train de travailler ces choses-là, mon frère. Et il faudrait que nous sachions que nous sommes en train de travailler avec l'opposition. Et nous sommes aussi en contact avec ceux qui sont dans la mouvance présidentielle et qui ne peuvent plus supporter que la population souffre. Et c'est pour cela que nous vous disons clairement vous pouvez vous revenir sur ça, c'est très important. C'est-à-dire que dans le régime, il y a des gens qui ouvertement s'adressent à vous déjà pour vous aider à avancer. Mais bien sûr, exactement. Il y a des gens qui sont d'accord que nous allons à la seconde conférence nationale souveraine. Oui, il y a des gens, oui, il y a des généraux qui pensent que assez, c'est assez.
il faut aider la population congolaise. Et donc, je ne sais pas si ces gens-là s'adressent à nous autres, c'est qu'ils s'adressent aussi aux autres. Maintenant, ce que nous voulons, c'est qu'il y a du travail qui est en train, un lobbying que nous sommes en train de faire au niveau des dirigeants politiques et associatifs de la diaspora. Comme cela, d'ici là, nous sommes en train de travailler pour faire de telle sorte que, comme nous avons présenté à tout le monde cette proposition en prenant le taureau par les mains et que nous avons affronté l'ambassadeur pour qu'il envoie cette communication auprès du président de la République, ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est de permettre en ce que nous puissions réussir à faire comprendre à tout le monde que c'est la seule voie qui nous reste. Parce que si nous réunissons déjà la diaspora avec l'opposition qu'il y a au Congo, avec une partie de la mouvance qui est d'accord avec cela, lorsque le pouvoir en place régimbera, recusera, refusera, ça sera le moyen de passer par la désobéissance civile. Parce que le projet de la conférence nationale souveraine aura balisé le terrain et aura ôté les peurs. En fait, ce n'est pas les égos qui fassent que les gens ne se réunissent pas. C'est la peur du combat, la peur du pouvoir en place. Les gens ont peur du pouvoir en place parce qu'ils sont fragiles en eux-mêmes. Ils ne sont pas fortifiés. Ils n'ont pas l'amour de la nation. Voilà. C'est pour ça. Ils ne sont pas libres. C'est des esclaves. Ils ont brouté quelque part avec le pouvoir en place. Ils ont des contentieux avec le pouvoir en place. Ils sont au service du pouvoir en place. C'est pour cela qu'ils font semblant d'être des combattants, mais en réalité, ce sont des collabos. Et nous ne voulons pas citer de nom parce qu'en citant de nom, c'est ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. Nous voulons tout simplement parler ainsi pour que les gens se rendent compte que le fait de refuser de constituer la force qui va bouter dehors la dictature, c'est le fait de pérenniser le pouvoir. Ils attendent que ça se meure pour dire « oui, c'est nous qui l'avons combattu ». Voilà. Mais si c'est cela qu'ils sont en train de penser, eh bien, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot au Congo-Brazzaville. Voilà, révérend, nous allons terminer par M. Adada, dont la plainte contre John Benit Nzaba a été évoquée dans votre ouvrage. Vous avez même produit quelques chiffres, notamment la faramineuse somme de 520 milliards de CFA et qui servirait à payer 11 000 mois, je crois, de salaire aux Congolais. Alors, Congolais, oui. Voilà, vous voyez que Adada, à ce jour, entretient des rapports difficiles avec les milieux de l'opposition militante. Est-ce que vous pensez que c'est sur lui qu'il faut s'appuyer justement pour essayer d'avancer quand je vous vois déposer un courrier chez Adada et vous estimez que l'interlocuteur valable est celui-là qui déjà est très mal vu dans l'opposition? Quels sont les rapports que vous avez avec M. Adada à ce jour? Mais non, nous n'avons aucun rapport avec M. Adada. Et fort heureusement, je bénis ton journalisme, tu as mis la main là. Je ne suis pas d'accord avec ces vols, tout comme je ne suis pas d'accord avec les vols de Sassou. Mais nous avons déposé la correspondance à Rodolphe Adada parce qu'il est la voie indiquée au travers de laquelle officiellement on peut faire parvenir une correspondance au pays, au travers de laquelle correspondance on exige la seconde conférence nationale souveraine. Nous n'entretenons pas de rapport avec Adada. Mais attendez, il faudrait que je vous dise un peu qu'est-ce que moi j'ai fait personnellement. J'ai écrit un ouvrage intitulé « Le manifeste de la prière pour le Congo ». Et ce livre-là, je l'ai dédié à Adada. Ça commence par « Bonjour, monsieur Adada. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que tu connais le nombre des exilés politiques de ton pays ?» Donc, ça lui parle. Pourquoi? Mais parce qu'il est l'ambassadeur. Et au travers de cet ouvrage, je lui démontre par A plus B que les Congolais disent trop, c'est trop à l'oligarchie kleptocrate de Denis Sassou Nguesso et il faudrait qu'il s'en aille. Il faudrait que lui, en tant qu'ambassadeur, il joue de toutes ses cartes pour rassembler la diaspora et faire que nous allions à la seconde conférence nationale souveraine. Le livre, il est là, tu peux te le procurer. Le manifeste de la prière pour le Congo. Donc ça, c'est des activités que j'ai fait seul. Mais en faisant ces activités-là, cela ne veut pas dire que je suis son ami.
Là, tu as trouvé que dans le livre, je suis en train de fustiger qu'il est un voleur de près de 520 milliards de francs CFA. À partir de la plainte de John Binnett, mais John Binnett a eu ces informations auprès de certains journalistes français. Donc, c'est une réalité. Et il y a aussi les autres. Donc, à la fois que nous sommes en train de décrier qu'ils sont voleurs, à la fois nous voulons qu'ils arrêtent le vol. C'est cela être patriote. C'est cela être nationaliste. C'est ça le combat. Le combat ne veut pas dire que nous allons nous appuyer sur Adada, non. Si nous voulions nous appuyer sur Adada, on ne serait pas parti lui remettre une correspondance pour M. Denis Sassou Nguesso. Mais moi, j'ai fait parvenir cet ouvrage-là, Courrier d'un indigent africain aux parlementaires internationaux, à Denis Sassou Nguesso. Et j'ai la réponse qu'il m'a confiée par quelqu'un qui travaille avec moi. Mais donc, ce que nous avons fait, je peux encore le répéter. Je peux écrire une fois de plus au président de la République. Moi, je vous ai dit que je fais partie de ceux qui sont partis lui dire en 1990 qu'il quitte le pouvoir. Je vous le répète encore. Mais aujourd'hui, la donne est à l'unification, à l'unité politique de la diaspora pour qu'on soit très fort. Bon, entre-temps, ne vous en faites pas. Si les gens vont continuer à avoir peur, eh bien, moi, je suis en train de me préparer pour descendre dans mon pays, aller faire le combat, parce que ma littérature, c'est maintenant le temps qu'on la connaisse au pays. Donc, je vais bientôt descendre. Voilà. Le combat, on doit l'affronter au pays. Alors, nous allons terminer par un petit exercice auquel vous allez vous soumettre. Vous êtes un pasteur. Alors, votre vision, vous pensez que essayer d'évaluer les chances de la résolution de la crise congolaise en termes de temps? Tout ce que je sais, c'est que si nous sommes unis, il n'y aura pas des élections en 2021. Voici notre échéance. Il n'y aura pas des élections en 2021 parce que nous irons à la seconde conférence nationale souveraine. Car les Congolais ont besoin de cela. En fait, la perche que nous sommes en train de tendre, c'est que nous voulons que les Congolais parlent. Les Congolais. Nous voulons une représentation de près de 3300 Congolais qui vont représenter toutes les couches sociales du Congo-Brazzaville et c'est eux qui trouveront la solution, n'est-ce pas, pour sortir notre pays de la crise. Voilà ce que nous allons faire. Il n'y a pas de chance qu'il faudrait chercher. Nous devons vaincre. La lutte continue et la victoire est certaine. C'est notre destinée que nous sommes en train de jouer. Franchement, ce qui est vrai, si ceux qui ne veulent pas qu'on s'unisse ne voudraient pas qu'on s'unisse, eh bien malheureusement, ils vont être mis de l'autre côté de la révolution quand ils vont voir la révolution se lever avec les jeunes Congolais qui sont sur place. Parce qu'ils n'attendent que quelques-uns d'entre nous. Malheureusement, il y a un blocus extraordinaire. Personne aujourd'hui, moi je dis aux gens, mais pourquoi nous ne repartons pas? Non, les conditions ne sont pas remplies. Je leur pose la question. Mais qui voulez-vous qui puisse vous remplir les conditions de développement du pays pour que vous, tout bonnement, vous allez prendre les places et travailler pour le pays? Qui? Si eux, ils réussissaient à changer le pays, ils vont continuer de profiter. Mais soyons quand même logiques. Donc c'est à nous d'aller au pays. Moi, je suis bientôt prêt à repartir au pays avec toute cette documentation. Je te rappelle que ça fait déjà 26 ouvrages politiques que je vais amener dans mon pays. Qu'est-ce qui va m'arriver? Eh bien, le futur le certifiera. Révérend, question personnelle pour terminer. Avez-vous été consulté par M. Mbéri pour faire partie d'une éventuelle équipe gouvernementale? Non, je ne peux pas être consulté par M. Mbéri. Voilà. Je ne peux pas être consulté par M. Mbéri parce que Arkamon, que tu vois là, est connu au Congo pour incorruptible. Quand j'étais au Congo, les gens pensaient que je suis franc-maçon. Parce que je passe à la télévision et je décris moi je décriais déjà la dictature au Congo-Brazzaville. C'est pourquoi la population pensait que je suis franc-maçon à cause de mon franc-parler. Donc, Mbéri ne peut pas me consulter. Il sait qui je suis. Ça, c'est ce que peut-être vous ne savez pas. Mais en tant que prophète Arkamon, il sait qui je suis parce que j'ai des preuves. Ce n'est pas parce que je suis venu faire bientôt 10 ans ici que les gens ont oublié ce que je suis. Donc, il ne peut pas me consulter. Il sait que s'il me consultait, ça sera de la mer à boire pour lui.
Non, il ne peut pas me consulter. Et il sait de qui je suis descendant. Je suis descendant d'un oncle qui a sauvé Pascal Lissouba. Pas le deuxième Pascal Lissouba, mais après le coup d'État d'Ange Diawara. C'est mon oncle qui a sauvé Pascal Lissouba. Et donc, il connaît un peu l'intégrité de mon oncle. Il connaît mon intégrité aussi. Parce que moi, je suis quelqu'un qui avait été béni par le pasteur Ndundu. C'est le pasteur Ndundu qui a trouvé que moi, je suis un prophète. Les Congolais savent qui est le pasteur Ndundu dans l'église évangélique du Congo. Donc, je ne peux pas être consulté par Martin Berry. Martin Berry me connaît. Il me connaît tout gosse. Il connaît cette histoire d'où moi j'avais... le pasteur Ndundu est venu voir l'oncle Mpanzou et a déclaré que je serais un prophète. Donc non, il ne peut pas me consulter. Déjà, si vous voulez qu'on vous dise des confidences, eh bien, on va commencer par parler un peu de nous pour qu'on sache qui nous sommes. Voilà. Voilà, je crois que c'est par là que nous allons mettre un terme à ce journal, à moins que vous ayez quelques détails. Vous pensez avoir effleuré quelques aspects pendant cette émission? Non, moi je pense que je me présente devant toi et devant ton public et que c'est à toi de me poser les questions. Il faut me pousser à bout comme tu le fais. L'émission est terminée. Si tu veux encore rebondir, c'est ce qu'il faut faire parce que franchement, moi pour la nation congolaise, je suis prêt jusqu'au sacrifice suprême. Voilà. Donc, que personne, surtout ne pense que moi je peux prendre l'argent de Sassou. C'est pas possible. Voilà, non, ils ont compris. C'est pas possible. Et deuxièmement, personne ne peut m'acheter. Mon frère, si quelqu'un lit mon livre et qu'il entendait que je suis acheté, qu'est-ce qu'il dira de moi? Que j'écris autre chose et que je fais autre chose. Oui. Toi, tu es en train de lire mon livre, non? Oui. Bien. Dans mon livre, tu as vu comment j'attaque Rodolphe Adada. Mais les gens disent que je suis parti demander de l'argent à Rodolphe Adada. Mais ce livre-là, Rodolphe Adada ne lira-t-il pas? J'ai donné raison à John Bidit. Dans ce livre, c'est écrit, c'est indélébile. Personne ne peut le déchirer. Rodolphe Adada sera mis au courant. S'il m'a donné de l'argent, il va le dire à tout le monde que j'ai acheté le prophète Arkamon qui était venu avec Ziana TV. On est même parti avec Ziana TV. On est entré avec Ziana TV. On est sorti avec Ziana TV. À quel moment Rodolphe Adada nous a donné de l'argent? Bon, si Rodolphe Adada nous a donné de l'argent, mais tu es en train de lire mon livre que j'ai écrit dans lequel j'ai attaqué Rodolphe Adada, mais il y a aussi quelque chose que tu n'as pas lu. Tu n'as pas lu que c'est l'un des intouchables de la mort de Marien Ngouabi. Personne ne parle de lui dans la mort de Marien Ngouabi. Mais lui, il savait que Marien Ngouabi va mourir. Et ça, j'en ai effleuré ça. Et tu n'as pas lu. C'est une révélation pour toi, je sais. C'est le moment de nous en parler. Il nous reste quelques secondes, là. Est-ce que vous pouvez vous jeter à... Non, c'est écrit. C'est écrit. On en parlera. En fait, je dois te dire que les Congolais, quand ils cherchent qui a tué Marien Ngouabi, mais qu'ils revoient, quand on a tué Marien Ngouabi, Rodolphe Adada était où? C'est pas ici en France? Avec quoi? Avec le contrat pétrolier révisé par Marien Ngouabi. Pourquoi il n'a pas été signé? Il est rentré au pays avec ce contrat non signé. C'est parce qu'il savait que derrière, on va le tuer. Parce que la France a tué Marien Ngouabi. À cause du fait que Marien Ngouabi avait révisé le contrat pétrolier, parce que la France était en train de nous couillonner. Et Marien Ngouabi s'étant rendu compte, il a fait un dossier pour réviser ce contrat et il a envoyé le ministre des hydrocarbures, Rodolphe Adada, ici, signer le contrat pour que les redevances pétrolières augmentent. C'est pour ça qu'on a tué Marien Ngouabi. J'ai effleuré ça dans mon livre. Voilà. Et maintenant, moi qui suis en train de sortir ces choses, c'est moi que Rodolphe Adada a donné de l'argent. Ou c'est nous. Mais non, ce que nous sommes en train de combattre, c'est une chose sûre. Nous sommes déterminés à amener les Congolais à la seconde conférence nationale pour que les Congolais reprennent le pouvoir entre les mains de la dictature. Et donc, les Congolais doivent se lever aujourd'hui. C'est notre Congo. Nous devons nous lever comme un seul homme
pour libérer notre Congo. Et cela ne doit pas être un secret, parce que les gens qui font les choses en secret ne vont pas les réussir, car cela a tendance à être un coup d'État. Nous devons faire ouvertement les choses en utilisant, n'est-ce pas, ce qu'on appelle, voilà, par exemple, réplique au discours en congrès 2018 de Sassou II. On doit utiliser le discours de Denis Sassou Nguesso comme étant une tromperie en prenant ce qu'il a dit aux Congolais et en démontrant combien c'est faux. C'est comme ça que nous devons faire le combat, mon frère. Ce n'est pas une chose d'aller se cacher, nous allons faire ci, et ça n'arrive pas, c'est le contraire qui arrive. Nous sommes en train de travailler avec le FMI, indication, nicaterie, le FMI ne va pas donner l'argent au Congo. Vous avez rempli les réseaux sociaux avec cela, mais le FMI a donné l'argent. Donc c'était un rêve qu'on vendait aux Congolais. Il n'y a personne qui travaille avec le FMI pour que ça se parte. Non, ça n'existe pas. Ce n'est pas la prérogative du Fonds monétaire international. C'est le Fonds monétaire international, ce n'est pas l'ONU. À l'ONU, c'est Sassou qu'on reçoit. Même quand on envoie quelqu'un là-bas, c'est pour venir tâter le terrain afin de faire plier le pouvoir en place, pour que le pouvoir en place dise « je vous donne tel pétrole, dites au FMI de m'emprunter de l'argent, je donne le pétrole. Et les autres dettes que j'ai, je vais brader le pétrole et ils auront leurs dettes. » Voilà ce qu'ils viennent faire. Mais ils ne viennent pas combattre contre Sassou. Si le FMI est en train de combattre contre Sassou, mais on donnerait l'ordre à Nicolas Sarkozy pour buter Muammar Kadhafi. Vous avez vu comment ça s'est réalisé? Là, c'est quand on veut qu'un président ne soit plus au pouvoir. Mais pourquoi on ne fait pas ça pour Sassou? Barack Obama n'a pas dit on a donné le job à Nicolas Sarkozy, qu'il a bien fait. Nous tous, nous avons écouté cela. Alors révérend, ça pourrait faire l'objet d'une autre émission. Vous savez, nous avons une série de thèmes que nous allons aborder à travers vos ouvrages. Je crois vous retrouver sur cette antenne peut-être dans 2 ou 3 semaines pour en reparler. D'accord. Pourquoi 3 semaines? Bon, peut-être 2 semaines, peut-être 1 semaine, voilà. Alors, merci donc à ceux qui étaient... Ça dépend de qui? Si ça dépend de moi, le dimanche prochain, je passe. Voilà. Merci donc à tous ceux qui... Le dimanche prochain, on va continuer sur ce thème-là. Voilà. Donc, je vous retrouve le dimanche prochain sur Radio Congo Live en Chicago. Merci de votre disponibilité, révérend Akamon. À tous ceux qui nous suivent sur YouTube, abonnez-vous pour avoir la primeur de l'information. Vous savez que cet ouvrage est toujours en chantier et qu'il sera publié dans les 3 semaines. Alors, vous avez donc eu la primeur de cette information. Soyez connectés, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube pour avoir l'information en temps réel. Merci et bon week-end à vous. Que Dieu bénisse les Congolaises et les Congolais. Au nom de Jésus. Amen. Amen.